Voici venir la période froide de l'année qui s'accompagne toujours d'une hausse des maladies respiratoires. Jusqu'en 2019, il était tout à fait banal de dire j'ai attrapé un rhume, une bronchite ou la grippe. Mais depuis 2020, chaque petit symptôme de nez qui coule, de fièvre ou de toux devient l'objet d'un délire paranoïaque, c'est forcément le Covid-19. La maladie déclenchée par un virus tueur qui ravage l'humanité, le SARS-CoV-2. Dans le livre Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels, nous avons montré ce qu'il en était vraiment d'un point de vue statistique. Nous avons montré la banalité des statistiques de décès lorsque l'on prend en considération l'âge des gens grâce aux données de l'INSEE. L'absence de saturation hospitalière, malgré les prétendues informations dont la télé abreuvait les Français grâce au rapport officiel de la TIH, et enfin l'absence de vagues significatives de malades grâce aux données du réseau Sentinelle. L'histoire racontée s'est appuyée sur deux éléments majeurs permettant de mettre en place une arnaque au comptage. La mise en place de règles administratives pour les médecins et les hôpitaux, les poussant à enregistrer des cas de Covid-19 en lieu et place des maladies habituelles. On a alors fait croire aux gens que les autres maladies avaient mystérieusement disparu. Nous développerons ce point en détail dans la prochaine vidéo. Et enfin, l'utilisation massive et en dehors des standards habituels des fameux tests RT-PCR et antigéniques, créant des vagues de cas positifs et entretenant la psychose de la pandémie sans même qu'il n'y ait besoin de constater de vrais malades. L'aboutissement du délire paranoïaque a été atteint sur RTL avec l'intervention du docteur Jimmy Mohamed, pour lequel tout symptôme de rhume, c'est du Covid-19, même avec un test négatif. Considérez que vous êtes porteur du virus à partir du moment où vous avez le moindre nez qui coule, même si votre test est négatif. Une bonne fois pour toutes, il convient de se débarrasser complètement de ce délire en comprenant l'incohérence totale des résultats des tests de Covid-19, toujours à l'aide des données du ministère de la Santé. Les tests Covid-19 recherchent si un morceau spécifique de la séquence ARN du SARS-CoV-2 est présent dans un échantillon de malades. Prenons quelques instants pour revoir comment cette séquence a été déterminée. Fin décembre 2019, une pneumopathie inhabituelle est détectée sur 44 malades de Wuhan. À cette période, comme chaque année, on mesure à Wuhan des pics de pollution en particules fines, PM2.5, les particules d'un diamètre inférieur à 2,5 microns, et ces particules sont connues depuis longtemps comme engendrant des problèmes respiratoires. Elles sont d'ailleurs précisément surveillées pour cette raison, et leur forte concentration entraîne à cette période des recommandations de prudence à la population. Malgré ces évidences expliquant facilement la présence de 44 malades d'infections respiratoires sur 11 millions d'habitants, la chasse au virus est ouverte. Les laboratoires vont chercher une séquence génétique présente chez un malade qui pourra être considérée comme celle d'un nouveau virus tueur. Le 7 janvier 2020, un laboratoire chinois met en ligne une séquence génétique du virus prétendu coupable. Il détaille d'ailleurs le procédé ayant donné lieu à cette séquence dans un article du journal Nature. Le séquençage est un exercice complexe et plein d'incertitudes. Comme beaucoup de choses en science, tout particulièrement lorsque l'on s'approche de l'infiniment petit. Il faut savoir que le coupable, ici le virus cherché, n'est pas isolé avant son séquençage. C'est tout l'échantillon qui subira l'épreuve du séquençage. Ici, un prélèvement au sein du poumon d'un malade. Il faudra alors déterminer ce qui peut provenir du virus cherché, d'autres virus, du patient lui-même, de bactéries ou d'autres éléments. Le procédé utilisé ne détermine pas la séquence ADN ou ARN de chaque élément d'une seule traite, indépendamment les uns des autres. La méthode va déterminer la présence dans l'échantillon de petits morceaux d'ARN ou d'ADN, en utilisant une amorce pour chaque morceau dont on veut vérifier la présence. Les 56 millions de morceaux d'ADN trouvés dans l'échantillon sont ensuite recollés par des logiciels spécialisés. Le laboratoire chinois ayant déclaré avoir découvert le nouveau coronavirus a utilisé deux logiciels, Trinity et Megate, ayant chacun une méthode et un algorithme complètement différents. Le premier a reconstruit une chaîne de 11 760 nucléotides, et seul le deuxième, avec des critères de décision différents, est parvenu à recoller les 30 474 nucléotides, formant ainsi la chaîne du SARS-CoV-2. Pour précision, les logiciels utilisés pour recoller les morceaux d'ARN et faire du séquençage ne vérifient pas toutes les combinaisons possibles. Elles sont tellement nombreuses que c'est impossible. Ils n'en testent donc qu'un petit nombre. La séquence trouvée n'est donc que la meilleure parmi ce qui a été essayé.
Il y a toujours des incertitudes en science, il n'y a jamais de vérité révélée. C'est la multiplication des expériences probantes qui peut permettre de tendre vers un faisceau de preuves suffisant pour convaincre les autres scientifiques. Mais si des chercheurs prennent pour un présupposé que toute maladie est causée par un virus dont il faut déterminer la séquence, en démultipliant les procédés et en choisissant l'algorithme qui les arrange, ils réussiront toujours à trouver un collage qui va dans ce sens. Si en outre, les chercheurs sont persuadés de chercher un nouveau virus SARS, cela arrêtera leur choix d'interprétation sur les éléments qui viendront confirmer leurs présupposés. Ce phénomène bien connu en science s'appelle le biais de confirmation. Si en plus, ces choix permettent aux laboratoires de devenir célèbres et à l'industrie pharmaceutique d'envisager des gains colossaux, le bon sens devrait nous amener à de la réserve. Quand cette même industrie est en lien étroit avec les autorités de santé, les politiques, les revues scientifiques et les médias, il n'y a pas à s'étonner du manque de réserve à ce sujet. En résumé, nous avons donc en ce début 2020 une quarantaine de Chinois malades d'une pneumopathie en plein hiver, dans un endroit extrêmement pollué de 11 millions d'habitants, donc dans un endroit où c'est tout à fait normal et à cette période de l'année aussi. Nous avons un laboratoire qui est sur la base d'un prélèvement d'un patient en utilisant le bon logiciel qui, en recollant des petits morceaux d'ARN qui n'ont qu'une probabilité d'être là, retrouve quelque chose qui fait penser à un SARS qui a lui-même été déterminé avec les mêmes procédés. Et c'est pourtant sur cette base extrêmement mince que va démarrer un phénomène de panique mondiale. Il est possible que le laboratoire ait raison, mais on s'étonne de la panique engendrée avec les coûts économiques, les coûts sur les libertés individuelles, sur la base d'aussi peu de certitudes. On constate donc que peu importe le niveau de preuve scientifique apporté, ce qui va réellement peser dans tout ce qui se passe, c'est le degré de certitude de tous les acteurs qui vont être persuadés d'aller compter partout du SARS-CoV-2. Le test PCR a été le plus couramment utilisé ces dernières années. Ce test détermine la présence d'une séquence dans un échantillon. Ce test est censé être qualitatif et quantitatif. Il est qualitatif quand il dit que la séquence cherchée est présente dans l'échantillon, et il est quantitatif car il est censé dire combien de fois la séquence cherchée est présente dans l'échantillon. Le test ne dit en aucun cas si la personne est malade. Le fait d'être malade, c'est avoir des symptômes. Le test dit juste s'il a détecté la présence d'un élément et en quelle quantité, et c'est tout. Pour pouvoir qualifier cet élément de pathogène, c'est-à-dire responsable de maladie, il doit respecter un certain nombre de propriétés et notamment les fameux postulats de Corr. Une des versions les plus récentes proposées en 1996 par Friedrich Serelman donne 1. La séquence nucléique du micro-organisme doit être retrouvée dans la plupart des cas de la maladie. 2. La séquence nucléique du micro-organisme ne doit pas être retrouvée, ou rarement, chez des individus indemnes. 3. Lorsque la maladie s'améliore, par exemple sous traitement, le nombre de copies de la séquence nucléaire doit diminuer ou devenir indétectable et inversement en cas de rechute. 4. Quand la détection de séquences précède la maladie ou si le nombre de copies varie parallèlement aux évolutions cliniques, la corrélation est très probablement causale. 5. L'identification du micro-organisme déduite de la séquence nucléique doit être compatible avec les propriétés biologiques connues pour le phylium auquel il appartient. Quand cette séquence est prédictive de ses propriétés, la signification de la séquence est renforcée. 6. On doit s'efforcer de démontrer une spécificité par hybridation in situ dans les zones pathologiques d'un tissu ou dans les localisations présumées du micro-organisme. 7. Ces résultats doivent être reproductibles. On note qu'il s'agit de conditions nécessaires et pas suffisantes. Autrement dit, il suffit qu'une seule de ces 7 conditions ne soit pas respectée pour que l'élément ne puisse pas être qualifié de pathogène. Inversement, si l'élément possède ces 7 propriétés, on n'a toujours pas de garantie qu'il s'agisse réellement d'un pathogène. Il peut s'agir d'un élément qui accompagne toujours la maladie, mais n'en est pas la cause. On vérifie donc la corrélation, mais pas la causalité. Il est très rare qu'on puisse vérifier les postulats de Corr, puisque la quasi-totalité des recherches ont lieu sur des individus malades. Il y a donc très peu d'expériences témoins pour vérifier que les personnes en bonne santé ne portent pas les mêmes éléments sur eux. Les tests RT-PCR Covid-19 recherchent la présence d'un morceau de la séquence du SARS-CoV-2 dit spécifique et stable. Il ne s'agit pas ici de remettre en question le processus de fabrication d'un test, mais ce que l'on peut en déduire, c'est sa fiabilité dans le fait de déterminer une maladie qui est intéressante. Chacun connaît les tests de grossesse. Le test recherche la présence de l'hormone HCG. Ce que l'on veut savoir n'est pas directement si la femme a un fort taux d'hormone HCG, mais si la femme est enceinte.
On mesure donc la fiabilité du test au fait qu'il ne se trompe pas sur la réalité de la grossesse. Le test de grossesse est considéré extrêmement fiable. Si on s'amuse à faire pipi sur un test de grossesse aux 30 millions de petits garçons européens de moins de 15 ans, on risque bien de trouver des tests positifs. Si on considère que le test est spécifique à 99,9%, ça fera 30 000 positifs. Que fait-on d'un petit garçon de 10 ans qui a un test positif? On lui fait démarrer un suivi de grossesse asymptomatique évidemment. Et inversement, si on voit une femme avec un gros ventre qui bouge, mais qui a obtenu un test négatif, faut-il lui interdire le suivi de grossesse? C'est stupide. C'est la clinique qui doit déterminer ce qu'il faut faire. C'est le fait d'être enceinte ou pas qui est la réalité. Et c'est pas le test de grossesse. Le fait d'être enceinte ou pas s'appelle un gold standard. C'est d'ailleurs le fait d'être enceinte ou pas qui va nous permettre de calculer la fiabilité du test. On peut mesurer la fiabilité du test en comparant ses résultats à la réalité. Tout test positif obtenu par une personne non enceinte est un faux positif. Ça permet de mesurer la spécificité du test. Tout test négatif obtenu par une femme enceinte est un faux négatif. Ça permet de mesurer la sensibilité du test. Dans le cas du Covid-19, il faut se demander ce qu'est un gold standard clinique. À quoi reconnaît-on un malade du Covid-19? Réponse: à rien. Il n'y a pas de symptômes spécifiques du Covid-19. On appelle des malades du Covid-19 des gens qui ont de la toux, de la fièvre, de la fatigue, le nez qui coule, des difficultés respiratoires, une perte de goût, d'odorat, des vomissements, de la diarrhée, etc., etc. De ce fait, nous avons vu apparaître une inversion de la logique. C'est le test qui est devenu la définition de la maladie. Grâce à la crise du Covid-19, nous avons aujourd'hui des millions de résultats de tests enregistrés par le ministère de la Santé, ce qui va nous permettre de savoir si tout ça est cohérent et si ce qu'on appelle SARS-CoV-2 peut bien être qualifié de pathogène. Le ministère de la Santé nous donne accès aux résultats statistiques des tests RT-PCR, enregistrés dans la base CIDEP. Ces derniers sont déclinés selon l'état de santé du patient, symptomatique ou asymptomatique, et même selon le statut vaccinal. Concentrons-nous d'abord sur le fait de savoir si le test a bien un rapport avec la maladie. Nous avons dit en début d'article que le test RT-PCR est à la fois qualitatif et quantitatif. Seulement, ni les laboratoires ni le gouvernement n'ont souhaité communiquer sur la quantité de séquences trouvées par les tests. Les résultats se bornaient à dire positif ou négatif, sans plus de précision. Il ne semble pourtant pas la même chose de trouver une trace infime d'un élément dans un échantillon ou de le trouver en grande quantité. Il est impossible de connaître l'importance de ce choix, nous ne pouvons que constater le résultat. Si on commence par représenter l'évolution de la positivité du test, on se rend compte qu'elle est restée très basse jusqu'au mois d'octobre 2021. Il y a souvent moins de 5% de tests positifs. Autrement dit, il ne se passe rien. C'est presque rassurant puisque cela confirme ce que l'on voit du côté des malades, rien. Nous n'avons aucune idée de la qualité du test puisque nous n'avons aucune référence. Si on imagine que le test est spécifique à 95%, ce qui serait déjà très bon, alors cela veut dire que même s'il ne se passe rien du tout, on trouvera toujours 5% de tests positifs. Cela signifie que les restrictions imposées par un test positif, isolement, interdiction d'accès à certains lieux, n'ont pas la moindre justification scientifique. En fait, la psychose est entretenue par les faux positifs du test. En revanche, la positivité s'envole à partir de novembre 2021 et explose en décembre. Elle reste très forte et finit par s'effondrer en janvier 2023. Cette évolution de la positivité n'a aucun rapport avec les prétendues vagues épidémiques et encore moins avec la prétendue protection du vaccin qui aurait dû faire le contraire. Si le vaccin était efficace, on aurait dû voir la positivité s'effondrer définitivement. Lorsque l'on distingue selon si la personne est symptomatique ou asymptomatique, on obtient deux courbes parfaitement similaires. La courbe des asymptomatiques est bleue et son axe est à gauche, celle des symptomatiques est rouge et son axe est à droite. Les asymptomatiques sont juste un peu moins souvent positifs que les symptomatiques. Les variations de positivité sont rigoureusement les mêmes. Il n'y a donc pas de variant ou de mutant du dit virus du SARS-CoV-2 qui serait plus ou moins dangereux. Il y a juste des tests qui sont plus ou moins sensibles. Tout se passe comme si le fait d'être malade augmentait juste un peu la probabilité d'être déclaré positif. Or, la première question posée par le laboratoire lorsqu'on se fait tester, c'est « Avez-vous des symptômes ?» Si le laboratoire est influencé par cette réponse, alors il est normal de voir un rapport entre le symptôme et la maladie. Tout au plus, la différence tient à l'information fournie par le patient et pas du tout au test RT-PCR en lui-même. Un indice supplémentaire du caractère non scientifique de ces tests est que le taux de positivité dépend du nombre de tests réalisés.
Il y a deux pics de recours aux tests. Le premier à l'été 2021, tout particulièrement au moment de l'instauration du pass sanitaire. Les Français non vaccinés en vacances furent obligés de se tester en permanence pour avoir accès à un grand nombre de lieux publics. Il n'y a jamais eu la moindre épidémie en plein été. Cette décision administrative a juste précipité les Français sur les tests et fait croire à une épidémie de non-vaccinés asymptomatiques. Nous y reviendrons. Le deuxième pic de tests a lieu fin 2021 alors que le ministre de la Santé annonce aux vaccinés qui ont reçu 2 doses que leur passe sanitaire va expirer s'ils ne reçoivent pas une 3e dose ou s'ils ne justifient pas une prétendue contamination grâce à un test positif. La science moderne prétend donc qu'on est immunisé contre une maladie quand on l'attrape tous les 3 mois. Et je compte plus le nombre de personnes qui m'ont dit « Ah, j'ai été vacciné 4 fois et j'ai eu le Covid 5 fois ». Ce qui fait penser que le prochain coup, elles seront vraiment très bien protégées. Quoi qu'il en soit, et dans les deux cas, en juillet 2021 comme fin 2021, les pics d'utilisation des tests RT-PCR n'ont rien à voir avec l'arrivée d'une maladie, mais sont le résultat d'une décision administrative. À chaque fois, il s'agissait de pousser les Français à la vaccination. Il est étrange que le taux de positivité suive aussi ces décisions administratives. Le compte Twitter Mediza publie régulièrement des analyses sur les incohérences des résultats de tests et leur parfaite adéquation avec les mesures administratives et les volontés des gouvernements. Il a relevé que l'augmentation de la positivité des tests RT-PCR est également synchronisée avec l'utilisation des tests antigéniques, comme le révèle une étude de l'adresse. L'explosion du taux de positivité de décembre 2021 correspond à l'explosion de l'utilisation des tests antigéniques. Dans un document officiel de la Direction générale de la santé, on sait que les tests antigéniques n'étaient même plus confirmés par PCR le 2 janvier 2022. Cette décision a été prise dans un contexte où le nombre de tests demandés par les Français était tellement énorme qu'il engorgeait les laboratoires. L'effondrement du taux de positivité des tests PCR début 2023 correspond parfaitement au retour de la nécessité de confirmer les tests antigéniques par des tests PCR. Il est encore une fois étrange de voir la parfaite synchronisation entre des décisions administratives et des résultats de tests. Les tests antigéniques et PCR ne donnent pas les mêmes résultats. Le Cochrane a publié ses résultats de comparaison entre les tests PCR et les tests antigéniques selon que la personne ait des symptômes ou pas. On peut lire « En utilisant les résultats récapitulatifs des personnes symptomatiques testées au cours de la première semaine après le début des symptômes, 6000 personnes présentant des symptômes ont fait le test antigénique et que 50, c'est-à-dire 5%, d'entre elles étaient réellement atteintes de la Covid-19, 45 personnes seraient testées positives à la Covid-19, parmi celles-ci 5 personnes, c'est-à-dire 11%, n'auraient pas en réalité la Covid-19. Résultat faux positif. 955 personnes seraient testées négatives pour la Covid-19, parmi celles-ci 10 personnes, c'est-à-dire 1%, auraient en fait la Covid-19, résultat faux négatif. Chez les personnes ne présentant pas de symptômes de la Covid-19, le nombre de cas confirmés devrait être beaucoup plus faible que chez les personnes présentant des symptômes. L'utilisation de résultats récapitulatifs pour des personnes n'ayant aucune exposition connue à la Covid-19 dans une population plus importante de 10 000 personnes ne présentant aucun symptôme ou 50, c'est-à-dire 0,5% d'entre elles avaient réellement de la Covid-19. 62 personnes seraient testées positives à la Covid-19. Parmi celles-ci, 30 personnes, 48%, n'auraient pas en réalité la Covid-19, résultat faux positif. 9938 personnes seraient testées négatives pour la Covid-19. Parmi celles-ci, 18 personnes, c'est-à-dire 0,2%, auraient en fait la Covid-19, résultat faux négatif. Quand le Cochrane dit « avait en fait la Covid-19 », ça veut juste dire « avait un RT-PCR positif ». Nous l'avons dit, il n'existe aucun gold standard clinique au gloubi-boulga appelé Covid-19. Avoir la Covid-19, ça signifie juste avoir un matériel génétique dans le nez qui rend positif un test PCR, et pas du tout être malade. Pourtant, Covid signifie Coronavirus Disease, autrement dit, maladie à coronavirus. Il y a donc un abus de langage manifeste. Quoi qu'il en soit, on voit bien que les tests antigéniques vont permettre aux asymptomatiques d'avoir une proportion plus grande de résultats positifs. Voilà qui est intéressant puisque l'écrasante majorité des tests sont réalisés sur des personnes asymptomatiques. De plus, le résultat intéressant avec le système des passes sanitaires, c'est d'avoir un test positif, même quand on n'a pas de symptômes. Le test positif permet d'avoir une semaine de congé payé, 100 jours de carence, ainsi qu'une rallonge de passe sanitaire. Et au final, tout le monde est content. Le gouvernement a sa vague de positifs et les Français trouvent une échappatoire à la vaccination avec un curage de nez, 2 ou 3 si vraiment on n'a pas de chance. Si on revient sur le nombre de tests réalisés,
Selon le rapport de l'adresse cité plus haut, les laboratoires ont réalisé 38 millions de tests en 2020, à 90% des PCR et le reste en antigénique. Selon le rapport de branche des laboratoires de biologie médicale, le nombre d'actifs dans la profession est passé de 47 000 en 2020 à 54 500 en 2021, soit 7 000 personnes de plus. Par statut, on voit que les embauches concernent majoritairement des personnels d'accueil administratif. Le nombre de biologistes n'augmente que de 300 environ. 300 personnes pour réaliser des dizaines de millions de tests, ça semble peu. Si on considère que les laborantins travaillent plus que les autres professions, ces embauches ont pu représenter 540 000 heures de travail disponibles. Et encore en faisant comme si la crise avait démarré au 1er janvier. En supposant que nos laborantins travaillent sans arrêt, ils doivent faire dans les 70 tests à l'heure. Admettons que c'est normal, ou que ce sont les autres tests qui n'ont pas été réalisés. D'ailleurs, ça expliquerait pourquoi une énorme partie des maladies habituelles s'appelle désormais Covid-19, si on teste que ça. Enfin, en 2021, le nombre de salariés est passé à 56 260. Encore une augmentation, mais beaucoup moins forte. Le nombre de laborantins semble diminuer pour revenir au niveau de 2019, alors que le nombre de tests à réaliser a plus que doublé par rapport à 2020. Le laboratoire aurait donc dû réussir à traiter 168 millions de tests en 2021 avec le même nombre de laborantins qu'en 2019. On se demande à quoi ils passaient leur journée avant. Comme c'est pendant les pics de recours aux tests que le taux de positivité augmente, on se demande franchement si les laboratoires réalisent vraiment et avec sérieux tous ces tests. Ce que pourraient suggérer ces données, c'est que lorsque les laboratoires sont débordés, ils se laissent guider par les autres informations du patient. Du style, le patient a des symptômes, donc son test est positif. Ou alors, le patient a déjà fait un test antigénique positif, donc son test est positif. Ce n'est qu'une hypothèse, mais elle est beaucoup plus simple et cohérente que d'imaginer un virus qui suit bien gentiment toutes les décisions administratives. Il serait quand même intéressant d'avoir une vraie enquête sur ces fameux tests vu qu'ils n'ont pas eu la moindre cohérence avec le fait d'être malades. Ces tests ont quand même coûté 2,2 milliards d'euros en 2020 et 6,8 milliards d'euros en 2021. Il serait bien de se demander s'ils servent à quelque chose d'autre qu'à traumatiser des narines. Les laboratoires se vantent d'ailleurs d'avoir augmenté leur chiffre d'affaires de 30% en 2020 et d'encore 30% en 2021. Tout cela alors que l'augmentation de leurs effectifs n'a été que de 15% en 2020 et 2% en 2021. Voilà de l'argent qui n'est même pas descendu jusqu'aux travailleurs. Dans les labos, ça ruisselle pas terrible. À ce stade, nous avons vu que la positivité du test n'a pas suivi des épidémies, mais des règles administratives. Il ressemble plus à un jet de dés qu'à une réelle détection. Mais nous n'avons même pas encore commencé à regarder s'il était cohérent dans ses résultats. Par exemple, si je fais un test positif, que puis-je en déduire sur ma santé ? Grâce aux données du ministère de la Santé, on connaît la répartition des malades et des personnes en bonne santé selon le résultat du test. On peut être soit positif et symptomatique, on peut être positif et asymptomatique, on peut être négatif et symptomatique et négatif et asymptomatique. Sur tous les mois surlignés en orange, il y a plus d'asymptomatiques que de symptomatiques chez les tests positifs. Autrement dit, le virus mortel détecté par le test redonne la santé. On pourrait se dire que le test fonctionne à l'envers et on pourrait s'en servir, mais en fait il n'est faux que la moitié du temps. Et un test qui est cohérent à un mois sur deux n'est que du hasard. Prenons le cas inverse. En tant que patient avec les symptômes du Covid, on s'attend à avoir un test positif. Raté. Les tests sont le plus souvent négatifs. Cela reflète qu'il n'y a pas de symptômes spécifiques au prétendu virus. Le Covid-19 est bien un gloubi-boulga de n'importe quoi sans symptômes spécifiques. Il n'y a que pendant la période faste d'utilisation des tests antigéniques qu'une majorité de malades seront considérés Covid-19. C'est encore une preuve que cela tient au test et pas au virus. La seule conclusion que l'on déduit de ces tests est que la séquence recherchée par ces tests ne correspond pas au postulat de corps. Donc, ce n'est pas un pathogène. Quelle que soit la manière d'étudier ces chiffres, on ne peut conclure qu'à l'absurdité totale de tous les résultats. Impossible de finir sur les résultats de tests sans parler de vaccination. J'ai dû faire une trentaine de conférences en France pour parler de mon livre. Il y avait en moyenne une centaine de personnes à chaque fois. Il y avait toujours des personnes vaccinées. Et à chaque fois que je posais la question aux gens s'ils savaient pourquoi ils étaient vaccinés, il n'y en a aucune qui savait me répondre. Aucune personne ne sait,
que les laboratoires n'ont jamais promis aux gens qu'ils seraient moins malades avec les vaccins. Les laboratoires ont promis aux gens qu'ils auraient juste moins de tests positifs avec les vaccins et pas qu'ils seraient moins malades. Les études, notamment celles de Pfizer et Moderna, sont basées sur les résultats de tests positifs et pas sur des questions cliniques. Quand on a un patient qui est malade comme un chien mais qui a un test négatif, on considère que c'est une grande réussite pour le vaccin. De plus, il est à la portée d'un élève de première année en statistique de voir un énorme biais dans les études de Pfizer et Moderna. Dans aucune des deux, il n'y a un plan concernant le nombre de tests réalisés. Autrement dit, le protocole ne garantit pas que les vaccinés et les non vaccinés vont être testés de la même manière tous les deux. Or, pour avoir un vaccin efficace, il suffit tout simplement de ne pas tester les vaccinés et de tester beaucoup plus souvent les non vaccinés. L'ensemble des manquements aux bonnes pratiques de la part de Pfizer a été mis en lumière par Christine Coton dans son livre Tous vaccinés, tous protégés. Et les révélations concernant les fraudes multiples de Pfizer sont disponibles en ligne sur le site openvaet.org. Le biais du nombre de tests a été reproduit à grande échelle par tous les pays utilisant les vaccins Pfizer ou Moderna, tout simplement avec l'introduction du pass sanitaire. Le pass sanitaire est un système, une organisation qui va faire que les non-vaccinés vont se tester beaucoup plus souvent que les vaccinés. Le site Covid Tracker propose un graphique issu directement des statistiques du ministère de la Santé, qui compare les cas positifs dans la population pour 100 000 habitants selon le statut vaccinal. Il s'agit d'un des nombreux travaux réalisés par Guillaume Rosier, décoré chevalier de l'Ordre national du mérite à seulement 25 ans pour l'occasion. Ce graphique montre en une seule image toute l'escroquerie et ça vaut largement une décoration. La courbe orange représente la part de tests positifs parmi la population des non-vaccinés, la courbe bleu foncé la part des tests positifs dans la population des vaccinés de doses et la courbe noire la part de tests positifs parmi la population des vaccinés de 3 doses. On observe en période 1 l'effet de la mise en place du pass sanitaire en France le 12 juillet 2021. Les très nombreux Français non vaccinés en vacances se retrouvent contraints de se tester pour accéder au camping, au restaurant, à la piscine, etc. Qui a entendu parler d'une épidémie de rhume en plein mois de juillet jusqu'ici? Personne. Mais les nombreux tests réalisés par les non vaccinés donnent parfois des résultats positifs. On obtient donc une épidémie de Covid-19 asymptomatique. Chaque Covid-19 asymptomatique devait alors se déclarer pour permettre à toutes les personnes qui l'avaient croisé de se tester aussi. Chaque personne asymptomatique ayant croisé un malade asymptomatique avait de fait exactement les mêmes symptômes, aucun. On a alors obtenu des chaînes de contamination d'absence de symptômes. La bureaucratie est à l'œuvre. On rappelle que chaque testé positif était considéré comme atteint d'une maladie respiratoire mortelle en plein mois de juillet. Une maladie mortelle sans symptômes. Une non-maladie mortelle en fait. Chaque malade asymptomatique devait alors s'isoler pour éviter de transmettre sa non-maladie aux autres. Moi qui suis souvent non-malade, c'est vrai que je croise souvent beaucoup de non-malades autour de moi. La non-maladie a tendance à rôder partout. Et encore aujourd'hui, chaque malade asymptomatique est considéré guéri de sa non-maladie 15 jours après son test positif. C'est-à-dire qu'au début, on n'a pas de symptômes, mais que 15 jours après, on va quand même beaucoup mieux. Et c'est pas fini parce que le malade asymptomatique est considéré immunisé au bout de 15 jours contre la non-maladie qu'il a eue. C'est-à-dire qu'on ne peut pas attraper la même non-maladie deux fois. Si aujourd'hui vous êtes non-malade, vous savez que vous ne pourrez plus jamais être non-malade une deuxième fois pour la même raison. Bon, si on revient à notre graphique, dans ce contexte d'asile à ciel ouvert, on observe une superbe efficacité du vaccin puisque les vaccinés ne sont pas obligés de se tester. La courbe des cas positifs des non-vaccinés est toujours bien au-dessus de celle des vaccinés, dont seuls les plus stressés, les rares malades de quelque chose ou les hospitalisés se font tester. La courbe des cas positifs redescend à partir du 15 août, non pas parce que le virus est vaincu, mais parce que les non-vaccinés rentrent de vacances et n'ont plus besoin de se tester. Jusqu'en période 2, le vaccin est efficace puisque les vaccinés se testent moins que les non-vaccinés. La hausse de la courbe de cas positifs des non-vaccinés n'a rien à voir avec une épidémie, mais avec la pression mise sur les collégiens à la rentrée de la Toussaint 2021 pour qu'ils se testent tous les 3 jours. Il s'agit pour le gouvernement de mettre la pression sur les enfants afin de les pousser à la vaccination. La période 3 s'ouvre en janvier 2023 par l'annonce du gouvernement de l'obligation pour les vaccinés de recevoir une 3e dose sous peine d'avoir leur passe vaccinal suspendu au bout de 6 mois.
Plutôt que de se ruer sur une nouvelle dose de vaccin sûr et efficace, de très nombreux vaccinés se ruent sur les tests. On soupçonne notamment ceux qui ont subi des effets indésirables ou qui ont vu leurs proches en subir et qui ne souhaitent pas retenter leur chance. Rappelons que les tests sont gratuits pour eux et que tout test positif vaut une dose de vaccin pour la rallonge du pass sanitaire et que le taux de positivité en France est passé à 30% avec le changement des règles de confirmation. Dans ce contexte, les vaccinés de doses sont tellement nombreux à se faire tester qu'ils comptent plus de cas positifs que les autres. Leur courbe passe même au-dessus de celle des non-vaccinés. Le gouvernement est alors en peine pour expliquer que le vaccin protège très bien, mais qu'avec 2 doses, on est moins bien protégé que sans vaccin. Il conclut alors qu'il faut absolument recevoir une 3e dose, qui est très protectrice, car les triples vaccinés ont moins de cas positifs que les autres. Forcément, puisqu'ils sont pas obligés de se faire tester. À l'occasion, j'ai posé sur Twitter une question ouverte au gouvernement, en demandant « Monsieur le gouvernement, moi j'ai pas de dose, alors comment que je fais pour faire ma 3e dose avant de faire les 2 autres ?» Et j'ai pas eu de réponse. On remarque quand même pendant cette période un très grand nombre de tests positifs parmi les vaccinés triple dose. C'est l'hiver, en hiver il est très fréquent d'avoir des symptômes grippaux, et c'est pas nouveau. Voir autant de multivaccinés se tester sans cesse, c'est révélateur de la foi qu'ils ont dans leur vaccin. On va donc se faire tester alors qu'on a fait 3 doses d'un vaccin hyper efficace, mais qu'en fait peut-être qu'il marche pas, pour en plus savoir si j'ai une maladie pour laquelle de toute façon je recevrai pas de traitement. S'il fallait une preuve supplémentaire de la folie ambiante, je crois que c'est celle-là. La période 4, enfin, démarre par la fin du pass vaccinal en mars 2023. C'est à cette période exactement que les courbes s'inversent définitivement. Les non-vaccinés ne sont plus obligés de se tester. Ce sont désormais les moins positifs. Les vaccinés double dose se testent un peu plus. Pour un certain nombre d'entre eux, les tests sont gratuits et permettent d'obtenir une semaine d'arrêt maladie, sans jour de carence, ni même symptômes. De quoi passer ces derniers jours atteints d'une maladie mortelle asymptomatique à faire son jardin et à préparer ses plans pour l'année suivante. Les plus positifs de tous sont désormais les vaccinés triple dose. Ce sont donc les plus vaccinés qui croient le moins que ça marche. Ce paradoxe total est révélateur de la réalité psychologique des Français. En l'absence de règles bureaucratiques, ce sont les plus trouillards qui se testent le plus et qui se vaccinent le plus, et c'est tout. Les vaccins n'ont jamais promis autre chose que de protéger contre un test. Grâce au pass sanitaire, ça marche, les vaccinés ne se testent pas, et dès qu'on enlève le pass sanitaire, ça ne marche plus. Il serait donc temps d'arrêter de faire du scientisme avec de la fausse technologie qui ne profite qu'à Big Pharma et de revenir à la réalité. Un malade, c'est une personne qui a des symptômes. Et un médecin, c'est un spécialiste qui, en son âme et conscience, va prendre une décision pour la personne unique qu'il a en face de lui. Le reste, c'est de la bureaucratie et du fric.